Hello, everybody. So the conference SSE Ecology and Fashion, which label for which level of engagement is starting now. If you need a direct translation from French to English, you have headsets that you can use and ask. Let's start. We are starting by a short presentation of our speakers. Maybe Francesca, you want to start? I can start. Okay. Okay, well, my name is Franziska Dormann, and I work for the Global Organic Textile Standard, and I was 2 years responsible for the German-speaking area, so which is called DACH, and now I'm representative to global brands. Yeah. Merci. Je pense que tout le monde est familier du label GOTS. Marguerite, est-ce que tu veux bien te présenter rapidement? Oui, très bien. Je ne sais pas si... C'est mieux. Très bien. Donc moi, je suis Marguerite Dorangeon, la cofondatrice de Clear Fashion. Chez Clear Fashion, notre mission, c'est d'apporter de l'information, en fait, d'apporter de la transparence entre les marques et les consommateurs pour faire évoluer le secteur vers un fonctionnement plus vertueux. Et donc, concrètement, on a un gros travail à la fois pour collecter les informations, les analyser et transmettre ensuite l'information aux consommateurs. Merci. Laure? Bonjour à tous, donc je suis Laure Betch, la cofondatrice de Fairly Made. Donc Fairly Made, on a une mission, c'est d'améliorer l'impact à la fois social et environnemental de l'industrie textile. Et donc pour ce faire, on a développé une plateforme qui permet aux marques de progresser sur la traçabilité de leur supply chain et de progresser aussi sur leurs impacts produits. Donc on travaille aujourd'hui avec des marques de toute taille. On commence avec des petites marques jusqu'à des grands groupes de luxe tels que Balzac Paris, LVMH, Asphalt. Et donc on les accompagne à la fois sur la prise de connaissance de leurs impacts et on les aide sur la communication pour qu'elle soit la plus claire et transparente vis-à-vis de leurs consommateurs. Bon, très bien. Philippe? Oui, bonjour, Philippe Schisser. Moi, je travaille depuis 25 ans dans le domaine de l'éco-conception et des analyses de cycle de vie. Et depuis 20 ans dans le domaine du textile, puisque j'avais réalisé la première étude sur les labels écologiques dans le secteur. Et très récemment, je travaille donc vraiment en coordination avec toutes les fédérations professionnelles du secteur en France pour effectivement aboutir à une transparence de la filière, on l'a évoqué. Alors nous, on le traduit par un label RSE pour les ateliers de confection et notamment par un affichage environnemental qui serait open source. Très bien, merci. Ma première question, c'est donc on parle de labels pour désigner des choses différentes auxquelles s'ajoutent des slogans et des sigles divers. Donc, quelles sont les confusions majeures de la part du public par rapport aux labels qui concernent le textile et l'habillement? Je peux commencer si oui, alors en fait, if you need a translation in English, you have headset that you can take over there, and you can hear the discussion in English if you're interested. Donc oui, n'hésite pas. Alors du coup, pour témoigner, apporter notre vision et ce qu'on a pu observer chez Clear Fashion, nous en fait à nos démarrages, on a vraiment commencé par une partie analyse sociologique justement de la perception des consommateurs. On allait sur le terrain pour observer à la fois quelles étaient les informations disponibles, comment est-ce qu'elles étaient perçues par le consommateur et quel impact ça avait sur leur décision d'achat. Et les grosses observations qu'on a faites, c'est d'une part un manque d'informations au global. Et puis, quand il y avait des informations, on s'est rendu compte que les consommateurs connaissaient trop peu en fait, leur signification, qu'il y a encore besoin vraiment de leur expliquer justement ce qu'est un écotex, un GOTS, etc. Et puis, lorsque les communications venaient des marques elles-mêmes, un manque de confiance et un peu une peur du greenwashing. Donc on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait encore du chemin à faire sur la sensibilisation et l'information pour les consommateurs pour les aider à décortiquer justement qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a derrière concrètement. Et c'est pour ça que c'est la mission qu'on s'est donnée chez Clear Fashion. Aujourd'hui, il y a plus de 300 marques qui sont
embarqués dans une démarche de transparence via Clear Fashion et qui leur permet en fait d'apporter une grille d'analyse complète pour comprendre justement ces informations. Donc c'est vrai que on ressent vraiment un besoin de plus d'informations, que les labels permettent déjà, sont un premier pas et que les consommateurs ont besoin encore d'être sensibilisés et d'être instruits sur leur signification. Très bien. Laure, peut-être ? Oui, je pense qu'il y a 3 sujets en ce moment. Il y a tout ce qu'on voit sur... le consommateur est perdu parce qu'on a des marques qui font des allégations. Donc, ils vont dire, on va développer une collection responsable, une collection green, une collection conscious. Tout le monde a un peu son appellation, qui sont en fait finalement simplement des allégations des marques, mais il n'y a pas de vérification. Donc aujourd'hui, c'est encadré par des normes ISO, mais il n'y a pas de réelle finalement punition. Donc il y a un décret qui est en train d'être mis en place par le gouvernement qui va mieux les encadrer. Mais voilà, il manque de punition aujourd'hui. Le deuxième sujet, donc, c'est les labels. Et je pense que c'est génial d'avoir GOTS à nos côtés pour qu'elle nous en parle plus. Mais qui sont donc vérifiés par des organismes tiers. Et donc là, en fait, on vérifie qu'un cahier des charges est respecté. Et donc c'est un organisme tiers qui va vérifier que soit ce produit, soit cette usine correspond bien à un cahier des charges. Et le dernier sujet, c'est tout ce qui va être mis en place au niveau réglementaire, à la fois en France et en Europe. Donc c'est des sujets qui avancent, notamment au niveau de l'affichage environnemental. Donc le gouvernement est en train de mettre en place une note ABCDE pour que le consommateur soit capable de justement reconnaître un produit qui a un impact plus ou moins fort sur l'environnement. Et donc notre rôle justement chez Fairly Made, c'est d'accompagner ces marques à la fois dans la mise en conformité de cette réglementation et sur la communication qui doit être la plus transparente et claire vis-à-vis du consommateur. Très bien. Maybe Francesca, you want to say something about the understanding of the final consumer regarding the label or certifications? Well, actually, I can only already fully confirm what the former speakers already said. They are a so-called seal jungle, you would say in German. So you have a lot of labels and seals. Some cover only social standards. Others are only referring to the end product. And I think it's quite important to inform consumers instead of using self-claims a lot and fancy sustainability reports. I think it's quite important to have an independent third-party certification, which is verified by a third party, and just to give guidance to consumers, because they also request this already. It's not enough just to say, okay, we have this environmentally or socially responsible label on our product, and then there are no resources behind. So I think that's why I totally confirm what was already said. Yeah. Thank you. Philippe? Oui, moi je dirais que le secteur du textile, de l'habillement, en fait, c'est un des secteurs qui a le plus produit de labels. En fait, quand on regarde la production de référentiels, elle est juste extraordinaire. C'est que, pour résumer, on en a à peu près une centaine, voilà, qui sont utilisables aujourd'hui. Et c'est le secteur en même temps le plus attaqué dans les médias, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une journée maintenant, quasiment, sans qu'il y ait une info contre le secteur. Alors on ne sait pas si on est à 2% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial ou à 10%, ça fluctue suivant les sources d'information. On ne sait pas si revendre ses vêtements c'est bien ou pas, parce qu'il y a des critiques, des modèles comme Vinted entre autres. On dit finalement, certes on prolonge la durée de vie, mais on consomme à nouveau encore plus de vêtements. Donc il y a énormément de messages contradictoires aujourd'hui qui sont présents. Et quand je regarde simplement dans les rayons aujourd'hui ce qui est vendu et les étiquettes, et j'en ai vu d'ailleurs aussi ici sur le salon, voilà, on a plus de 500 allégations avec des pictos, des mentions sur les produits. Donc ce n'est pas tout à fait surprenant que le consommateur ne s'y retrouve pas, parce qu'il y a une double pénalité, j'allais dire globale, c'est que le secteur a énormément de choses à démontrer et le démontre avec effectivement les labels et les certifications. Et en même temps, il y a une absence totale de capacité de communiquer simplement aux consommateurs. Donc je pense que c'est cette double pénalité ou équation qu'il va falloir résoudre, parce qu'il y a vraiment l'idée de travailler, nous c'est ce qu'on propose, de travailler sur les métriques aujourd'hui des argumentaires. On ne peut pas rester sur les labels, il faut savoir en quoi les labels contribuent à, par exemple, réduire l'empreinte sur la biodiversité,
c'est un sujet, il n'y a pas que le climat aujourd'hui avec le textile, je pense qu'il faut regarder la biodiversité. Donc il y a un vrai sujet là-dessus, et derrière, effectivement, il faut qu'on puisse informer le consommateur sur des seuils, des niveaux qui soient fiables, et qu'on ne se base pas uniquement sur des calculs ou des algorithmes, parce que ça c'est aussi un peu la difficulté qu'on a parfois, et que l'information soit transparente. Donc il y a un vrai enjeu, globalement. Oui, je pense qu'il y a toute la question aussi des référentiels. Aujourd'hui, on est justement en attente de référentiels européens qui vont pouvoir sortir et qui permettront à la fois aux marques de se situer, en fait. Parce que ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que une marque, quand elle développe un produit, elle ne sait pas forcément où est-ce qu'elle se situe en termes d'impact environnemental, notamment. Sur, par exemple, voilà, mon produit, il va émettre X kilos de CO2, il va être, sur la partie pollution des eaux, ça va être tant de litres d'eau. Et donc, il y a un vrai travail, justement, réglementaire aussi, je pense, pour que les marques, en fait, puissent se situer et puissent se dire, bon, bah, OK, où est-ce que je dois placer mon curseur et ensuite, quel levier d'action je vais mettre en place pour pouvoir améliorer mes impacts. Entièrement d'accord avec ce qui a été dit là-dessus. Et justement, je pense que ce référentiel commun, il est utile pour les marques et aussi pour les consommateurs, justement, pour pouvoir comparer vraiment cette analyse. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est hyper important qu'il y ait une normalisation pour venir standardiser en fait, cette information-là. Et que nous, nos convictions, c'est que pour aussi le travail sur ce référentiel commun, il faut dès le début aussi prendre en compte justement la perception du consommateur, puisqu'on parle là d'un affichage et que c'est important justement de penser à quel impact ça va avoir, comment ça va être perçu. Dans l'alimentaire, on a l'exemple du label AB en France, qui est très bien, je crois, maintenant identifié, en tout cas par les consommateurs. Mais c'est vrai que cette surenchère de différents labels que nous avons dans le secteur de la mode n'aide peut-être pas le consommateur à s'y retrouver. Mais néanmoins, la problématique aussi qu'on va avoir avec la mode, c'est qu'on parle de textile, on parle de matières parfois encore synthétiques, de cuir, de choses différentes, donc avec des labels dédiés à chaque fois à chaque circuit. En plus de ça, on a la partie fair trade. Donc ça fait beaucoup d'informations qu'il faudrait réussir à synthétiser en une seule chose. Donc on comprend la difficulté effectivement de communiquer vers ces consommateurs finaux pour le secteur de la mode. Donc on a une partie de réponse. La seconde question que je voulais poser, c'est d'après vous, qu'est-ce qui fait un bon label et son succès? What makes a good label and its success? And do you think it is relevant to separate the social and environmental issue? It's another part of the question. Donc, qu'est-ce qui fait d'après vous un bon label et est-il pertinent finalement de séparer les enjeux sociaux des enjeux environnementaux? Well, sorry for the delay, but now I understand your question. Well, I think there shouldn't be actually a separation between social and ecological criteria, because I think it needs a holistic approach to the entire topic. And if we are talking about confusion in the field of labels to the end consumer, I think it doesn't make sense to have one label for social criteria and then you come up with other labels for chemical use and environmental criteria, because then you even confuse the end consumer even more. And if we also talk about a business case, so if we take labels at a USP, for example, of course it will even cost more for a company to decide, okay, on which label do I focus? No, I would like to have a holistic approach in this regard. And if I see labels, what they need to have, I'm not sure if I can answer this question already, they need definitely transparent, independent, and also available, because I always have a problem that you don't know where to download, for example, the documents. So which is this standard or this seal referring to? And this needs to be publicly available for all, even for companies and also for the end consumer. Yeah, thank you. Merci. Donc c'est vrai que nous, notre positionnement sur la question, il est lié à... en fait,
on a un avis par deux angles différents. D'une part, parce que chez Clear Fashion, ça fait partie de notre mission, du coup, de venir décortiquer ce qu'il y a derrière les labels pour apporter l'information aux consommateurs. Et comme le disait Philippe, il y en a des centaines, des labels appliqués au textile. Nous, on n'en a retenu que 33, justement, parce qu'en fait, on est venu voir pour ces 100 labels, à chaque fois, qu'est-ce qu'il y avait dans le cahier des charges, quels étaient les critères validés, les garanties apportées. Et puis, le deuxième axe, c'était l'aspect plutôt contrôle. Comment est-ce qu'ils étaient faits, à quelle fréquence, est-ce qu'ils étaient prévenus ou non. C'était pour nous les deux éléments vraiment gages de qualité sur ce qu'il y avait derrière le label, sur les garanties apportées. Et puis après, l'autre raison qui est plutôt ce qu'on applique à Clear Fashion, c'est qu'en fait, on peut se considérer nous-mêmes comme une sorte de méga label, en fait, puisqu'on met un score sur les marques et les vêtements. Ce sur quoi on travaille, c'est l'aspect plutôt information pour le consommateur aussi. Et c'est de s'assurer que notre méga label, du coup, si on peut l'appeler comme ça, ou label de type 3, apporte une information qui soit claire et qui permette d'avoir une analyse complète pour le consommateur. Et du coup, j'en viens aussi sur le sujet de séparer ou non l'aspect social et environnemental. C'est vrai qu'on s'est rendu compte dès nos débuts que parler de l'un sans parler de l'autre, ça n'avait pas de sens si on veut vraiment éclairer le consommateur pour ses achats. Qu'aujourd'hui, il y a eu trop de problèmes, trop de scandales et que les enjeux sont trop importants sur les deux thématiques, que lorsque les consommateurs avaient une étiquette qui les rassurait sur la partie environnementale, mais pas d'informations sur l'aspect social, ils disaient bah oui, mais je sais pas, j'entends parler des Ouïghours, j'entends parler de travail forcé, de travail infantile, et ça me rassure pas forcément d'avoir qu'une partie des informations, il me manque le reste. Donc c'est vrai qu'on est vraiment convaincus qu'il faut cette analyse complète, pas uniquement sur l'un ou l'autre des axes. Et du coup, c'est ce sur quoi on travaille. Oui, je suis entièrement d'accord. Je pense qu'en effet, on ne peut pas émettre l'un des sujets aujourd'hui. Il faut parler à la fois de l'environnement et du social. Pour autant, c'est un sujet qui est hyper distinct. C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout mesurer l'environnement de la même manière que le social, forcément. Nous, sur l'environnement, on travaille sur une analyse de cycle de vie. Donc là, on va analyser 16 critères qui sont très précis. Et c'est important justement d'avoir vraiment cette vision 360 sur ces critères environnementaux dans un premier temps. Parce que si on regarde par exemple que l'impact carbone, en faisant une modification par exemple de matière, on va pouvoir avoir ce qu'on appelle des effets de transfert. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on va réduire l'impact carbone certes, mais on va augmenter la pollution des eaux. Donc important d'avoir vraiment cette vision 360 et ensuite d'être capable aussi de comprendre où sont les impacts dans la chaîne de production. Parce que la caractéristique de l'industrie textile, c'est que c'est une industrie c'est des produits qui sont très transformés. De la matière première jusqu'au produit fini, on peut avoir jusqu'à 10 usines différentes. Donc très important aussi de savoir où est-ce que le bas blesse et où est-ce qu'il faut s'attarder. Souvent, on parle beaucoup du transport, alors qu'en réalité, en fait, c'est la matière première surtout qui impacte le plus. Et après, sur la partie sociale, aussi très important d'avoir cette vue 360 justement sur ces potentielles 10 usines avec lesquelles les marques vont travailler pour savoir où sont les risques. Et les risques ne sont pas du tout les mêmes en fonction des pays avec lesquels on va travailler et en fonction des usines, des typologies d'usines aussi avec lesquelles on travaille. Donc c'est important d'avoir vraiment un travail précis et qui est hyper différent, qui demande en fait des spécificités techniques différentes. Ce n'est pas les mêmes métiers à l'intérieur des marques. Et donc c'est là où justement notre plateforme apporte ce savoir-faire et cette expertise à la fois sur le domaine environnemental et social. Oui, alors sur le débat social et ou environnemental, je voulais juste recadrer un petit peu par rapport au texte de loi, parce que la France est en avance sur l'Europe et peut-être sur une partie du reste du monde, puisqu'en fait on a la loi climat et résilience qui entre en vigueur en fait au 1er janvier 2023, avec son article 2, qui impose notamment aux metteurs sur le marché de donner une information environnementale et ou sociale. C'est pour ça qu'on n'a pas encore le module social n'est pas encore défini, mais le module environnemental, on y travaille. Parce qu'il y a eu un appel à projet donc, pour tester des méthodes alternatives à la première méthode qui avait été écrite par l'Agence de l'environnement, l'ADEME, qui avait donc sorti une première méthode avec 2 ou 3 indicateurs environnementaux aujourd'hui qui étaient identifiés. Et donc là, on a lancé effectivement avec le ministère et pas mal d'autres acteurs, d'ailleurs certains sont présents dans cette table ronde,
Donc une expérimentation pour tester effectivement la capacité qu'on a à monter des métriques pour un affichage qui serait en ABCDE, mais pourquoi pas aussi note sur 100 hein, sur les produits. Enfin, tout est ouvert à ce stade. Et dans ce cadre-là, on ne va pas attendre non plus l'Europe, puisque aujourd'hui, les travaux qu'on a évoqués du PEF sont quand même un petit peu en retard par rapport au planning. Donc l'idée aussi, c'est de voir comment on peut ajouter des modules complémentaires à une analyse de cycle de vie qui a quand même démontré depuis 40 ans ses faiblesses. Parce que quand vous prenez simplement la pollution plastique, moi je le sais très bien parce que ça fait 25 ans que je dis que le plastique c'est génial parce qu'effectivement c'est léger, ça n'impacte pas sur le transport, etc. Sauf que non, on ne mesure pas la fin de vie. Et l'Académie des sciences a quand même battu en brèche l'ACV en France en disant qu'aujourd'hui, ça avait finalement conduit à des erreurs environnementales majeures. Et pour reprendre effectivement aussi les questions liées aux pesticides dans le coton, il y a certains pesticides dont on connaît les impacts seulement au bout de 30 ans. Donc c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de n'utiliser qu'un outil quantifié et de n'avoir qu'une méthode. Donc c'est pour ça qu'avec d'autres, on propose effectivement des compléments méthodologiques pour tenir compte de l'agriculture biologique, comme GOTS d'ailleurs, tenir compte de l'agriculture régénérative, tenir compte de l'impact sur la biodiversité, quand on n'arrive pas encore à mesurer exactement, mais on sait que l'industrie de l'habillement contribue à plus de 35% aux microparticules plastiques dans les océans, et donc seulement, comme je le disais, entre 2 et 10% au CO2. Donc en fait, notre sujet, il est plus biodiversité, finalement, que climat. Et on a eu des campagnes de presse sur le CO2, mais c'est effectivement une erreur un peu méthodologique, finalement, quand on regarde les hotspots qui avaient été évoqués, je ne sais plus par qui, sur là où ça fait mal. Là où ça fait mal, effectivement, ce n'est pas là où on a calculé pour l'instant. Et nos calculs, en fait, sont à relativiser parce qu'un calcul n'est pas une certification. Il n'y a pas de vérification forcément, il n'y a pas de lien avec l'usine. On a des données moyennes qui ne sont pas des données vraiment liées au site de production. Et le meilleur exemple, c'était un reportage qu'on a vu, je pense, en décembre, tous, où on voyait au Bangladesh qu'il y avait effectivement une belle usine, une belle station d'épuration, mais les deux n'étaient pas raccordés. Donc voilà, il y a vraiment la question de la vérification de l'audit sur site, moi, qui me semble extrêmement important pour effectivement lier justement l'environnemental et le social, parce que le social, si c'est que du déclaratif, c'est compliqué. Si on utilise des critères d'ADN de certains secteurs dits sociaux, de critères dits sociaux, mais qui ne sont pas le social comme on l'entend, parce qu'on a quand même les objectifs de développement durable aujourd'hui au niveau des Nations Unies. Je sais que GOTS a fait un travail remarquable pour regarder si son référentiel correspondait aux ODD des Nations Unies. Donc on voit bien qu'on est obligé de tenir compte de 17 indicateurs, mais cette fois-ci, indicateurs globaux définis par les Nations Unies pour effectivement intégrer l'environnemental et social. Très bien. Du coup, la question des ACV, qui sont souvent critiquées aussi par les petites structures pour être assez laborieuses à mettre en place, m'amène à une autre question qui est en tant que fournisseur ou en tant que marque d'ailleurs, qu'ai-je à gagner à demander la labellisation ou la certification de mes produits? Parce que c'est vrai qu'on entend souvent des marques dire qu'elles ne sont pas forcément... le premier panel qu'on a organisé, c'était sur les déchets alimentaires en tant que ressources pour la fabrication de nouveaux matériaux pour la mode. Et on avait autour de cette table des acteurs qui disaient finalement, ça nous coûte énormément de produire de l'information déjà, mais cette information va finalement davantage convaincre les clients finaux de la qualité de notre chaîne de valeur, plus que certaines certifications. Donc, qu'est-ce que vous pouvez opposer, par exemple, à vous, du coup, qui êtes directement concerné par le sujet, à ces remarques des fournisseurs ou des marques? Well, first of all, I think we touched a lot of the topics already. I think it's, if you would like to get out of self-claims and you would like to verify something, of course, you do not rely on your saying. So, and of course, I won't recommend any label saying, okay, maybe they are fine in what they are saying. So I'm not in the position to do that. But as we already touched,
end consumers are not satisfied with claims anymore. So, and if you have a third-party certification in place, of course you also have a more unique selling point. So you have added value for your products over conventional products. So then, when it comes to a very holistic approach of a standard or a scheme, like for example the Global Organic Textile Standard, because we start with the field and it goes up to the end product, you have risk mitigation along your entire textile supply chain. And I think this is already an asset a company should take into consideration. Yeah. But also, it's so true that the communication that brands can make, it's sometimes can be assimilate to fake news. For instance, I have a lot of demand. I'm managing a co-working space dedicated to fashion from brands to make videos with a kind of theatrical setup behind to show that they are fabricating their products in craftsmanship conditions in Paris. And that's an information. They create communication. They give fake transparency ID to the final consumer. So in this case, it's so true that we also need control and well, I think it's quite important that the years of storytelling and telling the fake news, those years are over. So I really like the aspect of storytelling, but then please do this with robust data and with verified data, so that someone can trust your brand. And I think this is something, there are so many brands outside claiming to be sustainable. I think there's only added value if you are really sustainable. And the others, they will hopefully disappear sooner or later. Pour rebondir, donc je suis d'accord avec ce qu'a dit Francesca. Je pense qu'il y a vraiment un enjeu, d'une part, lié au fait que l'information soit validée par une tierce partie indépendante, donc qui vient quand même apporter du plus de poids en fait, au contrôle qui est fait, aux vérifications. Et puis aussi, ce qu'on sait du coup, c'est qu'il n'y a pas juste l'aspect... normalement, surtout si jamais il y a un travail sur la grille, un travail de communication sur ce qu'il y a derrière, ce qui a été regardé, les critères, etc., ça permet de savoir qu'il n'y a pas juste la partie belle, la partie dont la marque est fière qui est mise en avant, mais que ça a été le label apporte des garanties selon une grille qui est la même pour toutes les marques qui ont ceux qui ont obtenu tel ou tel label, donc ce qui est quand même un élément très important pour les consommateurs. Maintenant, nous, dans ce qu'on peut observer, c'est qu'en effet, se faire labelliser, ça peut prendre du temps, ça peut coûter pour les petites marques, et qu'il y a certains acteurs qui font aussi un travail formidable pour venir à la fois remonter leur chaîne de production, qui créent une grille d'analyse, leur propre référentiel d'audit, et qui font un travail pour aller vérifier certains éléments sur le terrain. Et ensuite pour communiquer ces informations aussi aux consommateurs. Donc il y a quand même d'autres, parfois un travail assez important qui est fait sans qu'il y ait forcément un label à poser dessus. C'est pour moi aussi important de considérer ces solutions-là, même si en effet le poids n'est pas le même que lorsqu'il y a une tierce partie indépendante qui vient approuver le contrôle, ce qui est hyper important. C'est donc complémentaire. Quelque chose à ajouter ? Ouais, moi, je voulais parler de la labellisation côté usine, puisque nous, on a commencé l'aventure au démarrage il y a 4 ans avec Camille, donc mon associé, et on est allé visiter depuis cette date à peu près 200 usines, donc qui étaient du fermier en passant par le filateur, du teinturier, le tisseur jusqu'au produit fini. Donc les enjeux, on a constaté les enjeux qui étaient vraiment différents au niveau de chacun de ces maillons de la chaîne, ce que ça pouvait apporter justement aux usines de se faire labelliser, donc en fonction justement du label et
c'est très bien qu'on puisse parler de GOTS parce que c'est vraiment pour nous un label de confiance. Et on a vu les progrès justement sur le terrain que ça avait pu... on a constaté des progrès chez les usines. Après, je dirais que la limite, en tout cas côté usine, c'est qu'en fait, généralement, ce sont les marques qui vont faire la demande d'une labellisation. Donc, ils vont dire, en fait, moi, j'ai besoin, pour pouvoir certifier mon produit fini, que toute ma chaîne soit certifiée. Donc, si je veux pouvoir apposer sur mon produit le label, toute ma chaîne doit être certifiée. Donc, j'ai besoin que tu te certifies. Et en réalité, généralement, les marques ne payent pas en fait, pour ces labels. Donc, c'est à la charge de l'usine de traiter cette labellisation. Donc, ça prend du temps. C'est-à-dire que généralement, ça peut être c'est une journée où l'usine est 100% dédiée à ce sujet-là, et ça coûte de l'argent. Et le deuxième sujet, c'est que côté marque, en fait, en fonction des différents pays, il y a certains labels qui sont plus ou moins reconnus. Et en Europe, on ne reconnaît pas forcément les mêmes labels qu'aux États-Unis. Et parfois, il peut y avoir certains sujets où le premier label va vous dire il faut, pour être en conformité, que la lumière soit à tel endroit, qu'au sol, on ait des marquages à tel endroit, et en fait, qu'un autre label ait une exigence différente. Donc ça, c'est un sujet quand même pour les usines qui doivent payer assez cher payer assez cher justement pour répondre aux demandes des différentes marques qui sont différentes si elles travaillent avec le monde entier. Donc notre rôle, je pense aussi, c'est de dire aux marques, de les sensibiliser justement par rapport à l'importance de partager ces coûts pour que les coûts ne soient pas 100% sur les usines. Alors c'est exactement ce qu'on vit au quotidien en ce moment avec les ateliers du Made in France, avec le groupement de la fabrication française, parce qu'effectivement, je suis aussi dans les usines en ce moment pour faire des audits de la démarche, des audits à blanc. Et oui, on a des usines qui sont labellisées GOTS. Donc moi, je vois quand même la différence. Déjà, je vois que GOTS, c'est une vraie révolution en termes de traçabilité, de pratiques managériales. Donc c'est un vrai sujet. Et dans les petits ateliers, pour l'instant, je pense qu'on est au début un peu de la démarche RSE. C'est qu'il y a certains ouvriers qui disent aux chefs d'entreprise « Bon, voilà, j'ai fait l'effort pour ton GOTS ». Donc c'est rigolo parce qu'en fait, ce n'est pas encore une démarche qui est partagée par les ouvriers. Donc il y a encore un travail d'appropriation de pourquoi on fait ça. Ce n'est pas effectivement juste une demande du donneur d'ordre. Alors certes, c'est l'élément déclencheur, on est bien d'accord. Et je partage l'analyse sur les coûts. Je ne trouve pas ça très fair, pour le coup, que ce soit forcément l'atelier qui paye une demande à donneur d'ordre. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Et il y a aussi des coûts de mise en œuvre. C'est-à-dire qu'il y a le coût de certification, mais il y a aussi les journées passées à mettre en place, par exemple, le GOTS. C'est quand même pas rien, puisque voilà, il y a vraiment un contrôle qui est fait. Donc oui, moi, je partage aussi l'idée et on a commencé à le faire, de mettre les grands donneurs d'ordre. Alors nous, on est dans le luxe, donc on a plutôt travaillé avec les maisons qui font du Made in France, luxe et non luxe d'ailleurs. En fait, il y a aussi du prêt-à-porter maintenant, heureusement, qui est en Made in France. Et on les a mis ensemble autour d'une table pour leur dire, voilà, aujourd'hui, nous avons vos audits qui arrivent, nous avons les cahiers des charges, nous subissons ou faisons avec plaisir les audits. Ça dépend effectivement comment le chef d'entreprise perçoit la contrainte. Il y a parfois des consultants juniors qui viennent auditer avec un cahier des charges, qui posent des questions à un chef d'entreprise qui ne sait pas toujours comment y répondre. Je ne sais pas si le consultant junior sait comment traiter la réponse aussi. Enfin, voilà. Donc il y a des vrais sujets. Donc effectivement, nous, on aimerait qu'il y ait une espèce de Yalta des donneurs d'ordre et des façonniers pour qu'on se pose tous ensemble et qu'on mette à plat ces multiples cahiers des charges qui arrivent dans les usines, ces multiples audits, et qu'on fixe un minimum atteignable par tous, voire des niveaux différents, on n'a pas de souci avec ça, mais qu'on puisse effectivement poser les choses. Parce qu'aujourd'hui, on a également la cacophonie dans les usines. Alors, on l'a déjà dans les magasins, mais en plus, on l'a dans les usines avec les certificateurs. Donc aujourd'hui, il y a vraiment l'idée de poser les choses et qu'on ait un référentiel. Alors, je ne sais pas s'il faut aller aussi sur le référentiel unique, mais au moins qu'il y ait une reconnaissance mutuelle des efforts des uns des autres et qu'on ne soit pas obligé d'être audité 3 fois en 3 mois sur les mêmes sujets. Parce qu'effectivement, c'est des coûts, c'est du temps du dirigeant. Il y a des vrais enjeux aujourd'hui sur la formation. Je pense que les dirigeants auraient beaucoup plus intérêt à être dans les écoles et à convaincre de rejoindre la filière
couture façon que de passer du temps avec un auditeur. Enfin, ça, c'est mon avis personnel, parce que je vois les contraintes des problèmes de recrutement. Mais voilà, donc aujourd'hui, il y a un vrai sujet, effectivement, sur ces audits. Oui, mais d'ailleurs, ces problèmes de recrutement sont peut-être aussi liés non pas seulement à la communication, mais véritablement une inadéquation. On dévie du sujet, mais ça, c'est un sujet qui, je pense, touche énormément de monde dans l'industrie textile, particulièrement en France. Mais les jeunes qui sortent d'école ont des attentes vis-à-vis du marché du travail qui sont en dehors de toute réalité. Et en face, on a effectivement des industriels qui souhaitent recruter de la main-d'œuvre, mais qui n'ont pas les clés pour fidéliser cette main-d'œuvre, parce que justement, ils ne communiquent très peu sur ce qu'ils font. Les jeunes ont envie de pouvoir, sont souvent fiers de ce qu'ils réalisent, ont envie de communiquer sur ce qu'ils font. Donc, il y a une espèce de dichotomie, un message qui... Donc c'est un autre sujet, mais qui est effectivement très intéressant, qui mériterait une table ronde à lui tout seul. On voit qu'il y a un lien avec la RSE finalement, parce que si l'usine est agréable, s'il y a une bonne ambiance au travail, le bien-être au travail, du coup c'est quand même facilitant pour attirer effectivement des ouvriers. Donc on voit que la RSE, bien appliquée dans les ateliers, c'est un plus pour le recrutement. Un argument séduction. Voilà, après c'est pas simple, parce que ça dépend évidemment également de la rémunération des gens. Alors en France, même en France, on peut quand même se questionner sur la rémunération aujourd'hui des gens qui travaillent dans la couture, sachant qu'une usine aujourd'hui, elle a du mal à recruter au-delà de 20 km de son lieu. Donc ça veut quand même dire que l'attractivité aujourd'hui n'est pas du tout facile, parce que les salaires ne sont pas assez suffisants pour couvrir les frais de transport éventuels pour faire plus que 20 km. Donc il faut aussi se rendre compte de ça, et c'est un vrai problème pour le Made in France, en tout cas, qui va se poser de façon assez crue rapidement. Je suis bien d'accord. Alors, pour revenir un peu plus à notre cœur de sujet, j'ai cette autre question qu'il y a effectivement, on l'évoquait juste avant, certaines marques qui revendiquent une indépendance vis-à-vis des labels. Dans ce cas, est-il permis de croire aux engagements de la marque, et sous quelles conditions? Si oui, sous quelles conditions? Well, I would strongly say no. Well, sorry. So I need to say this very bold, but strongly no. Whatever they would like to say, and I totally agree what we already agreed on. Instead of spending a lot of marketing money or a lot of money into marketing actions or storytelling, rather invest into a certification and also into implementing projects. Because I hear a lot, okay, the certification is so expensive, I cannot afford this. And I was really asking myself, okay, but how much do you actually pay to send your clothing to influencer and Instagrammer and so on, instead of making this actually with a certification to verify it and also to implement this into projects in the end. So I definitely would say no. I would not rely as an end consumer, and of course me working for a seal owner or a scheme owner, I would not rely on the sayings what companies actually providing us or publishing in the marketing reports. Yes. Because you can say the cost of GOTS, it's to pass it, it's 1,500 euros. Yes, up to 3,000 euros per year. Those are the certification costs. And then you have a license fee, which is 150. So this is something we get as a non-profit. And I'm quite sure there are 10 times more will be spent on marketing than just having certification costs. Yeah, so I think it is affordable, even for smaller brands, to get GOTS certified. Yeah. Oui, ça c'est un aspect aussi du sujet fondamental qu'on va aborder plus tard, mais la perception qu'on a des labels selon qu'on est indépendant, qu'on crée des robes de mariée sur mesure ou qu'on est une grande marque de prêt-à-porter n'est pas forcément la même. Et le besoin n'est pas forcément le même. Ouais, juste pour rajouter un élément là-dessus, c'est vrai que nous, ce qu'on voit donc, parmi les 300 marques qui sont engagées dans une démarche de transparence via Clear Fashion, il y a vraiment tout type de marques, à la fois des petites marques en création, des marques de taille moyenne, des grandes marques, des marques internationales, et puis des marques avec différents niveaux de performance sur l'aspect RSE.
Et c'est vrai que certaines, parfois on entend, mais voilà, je suis tout petit, je suis une petite marque en création, vous ne pouvez pas me demander la même chose, le même niveau de connaissance sur mes chaînes de production, etc. Et nous, justement, on tient en effet à appliquer, on a réfléchi notre barème pour qu'il puisse être appliqué à tout type de marque. Et on pense que voilà, c'est pas parce qu'on est une petite marque qu'on ne peut pas, qu'on n'est pas responsable en fait de ce qu'il y a derrière les produits, derrière les chaînes de production, et que le fait de dire je suis tout petit ne permet pas de valider le fait que les conditions de fabrication derrière soient bien. Donc voilà, on pense que ça reste hyper important de faire ce travail, de venir connaître les chaînes de production, et que en effet d'impliquer des tiers de confiance permet d'apporter des garanties en plus, même si on est conscient que parfois il y a besoin de temps de mise en place, qu'il y a besoin de certains délais, que c'est du travail pour ces marques-là, et que voilà, et que ça fait partie, elles ont besoin de mettre de l'énergie là-dessus, et parfois en effet de mettre un certain budget pour pouvoir faire ce travail de validation par des tiers indépendants. Mais c'est vrai que sur l'aspect social, c'est comme si on s'était dans le secteur acculturé à l'idée que c'était forcément un travail dur, pénible, et qu'il fallait être passionné pour le... Je me souviens, j'ai fait une école de mode, on nous disait, alors travailler dans la mode, c'est accepter de faire des nuits blanches, de travailler les week-ends, d'être disponible pour son employeur 24 heures sur 24, des choses qui sont complètement en fait réglementées dans le monde du travail, mais c'est comme si la mode s'était soustraite à ces... Et je pense que ça crée beaucoup de souffrance, et que c'est absolument pas... Et là, on a des marques qui en font la démonstration. C'est pas forcément incontournable. On peut effectivement, avec une certaine organisation, travailler autrement. Mais néanmoins, sur le terrain, ce qu'on est obligé de constater, que ce soit au niveau des fournisseurs qui sont souvent délocalisés, ou que ce soit dans les ateliers de marques d'ultra luxe, on a un phénomène où les gens travaillent beaucoup sous pression, et même au plus petit niveau. Donc c'est vraiment des enjeux, je pense encore, dont on doit discuter, y compris au niveau des écoles. Moi, pour répondre sur le sujet des petites marques vs grandes marques sur les certifications, je pense que si on a une view un peu d'hélicoptère, l'impact, il n'est pas au niveau des petites marques, et que la plupart des petites marques, globalement, elles font ce qu'elles peuvent avec leurs moyens. Et en tout cas, toutes les nouvelles marques qui se créent n'ont pas en elles un ADN d'éco-responsabilité, entre grosses guillemets. Là où le bas blesse, c'est là où il y a les plus gros volumes d'achat. Et ça, c'est sur les gros du fast fashion. Enfin, c'est là où finalement les impacts sont les plus importants. Donc pour moi, la step numéro 1, donc c'est en fait d'abord prendre conscience de ces impacts, à la fois environnementaux et sociaux, et ensuite en 2, de mettre en place des plans d'action qui pourraient être de passer des labels, des certifications. Et je pense que c'est d'abord important justement d'avoir cette vision impact 360 pour ne pas prendre des décisions justement sur un impact finalement qui ne serait pas au bon endroit. Alors plus globalement, je vais rebondir sur l'idée de Francisca, c'est que je pense qu'on a un vrai combat que l'on mène ou a mené entre la marque et le label en fait, et plus globalement entre la marque et le produit finalement, parce que comme Francisca l'a souligné, il y a énormément d'argent sur le marketing. Il y en a très peu, finalement, sur la conception des produits. Et moi, je suis toujours stupéfait quand on me dit finalement, l'éco-conception, non, c'est pas ça le sujet, c'est plutôt réduire la consommation, c'est tout faire en France ou je ne sais quoi. Enfin, on a pas mal de lubies qui arrivent parfois dans la presse. Et je pense que les gens n'ont pas encore saisi que l'éco-conception, c'est le produit. C'est-à-dire qu'en fait, la marque, et là, évidemment, c'est terrible pour ceux qui investissent dans la marque, la marque, pour moi, elle n'a pas de valeur. C'est-à-dire que c'est le produit qui a une valeur. Et comment on peut reconnaître la valeur d'un produit ? C'est un peu l'idée de l'affichage environnemental, finalement. C'est qu'une fois qu'on aura remplacé la marque par un label,
la marque, elle n'aura de valeur que si elle fait bien les choses en termes d'éco-conception sur tous ses produits, finalement. Donc c'est un peu ça l'enjeu, en fait. Et le combat, il est assez idéologique, quelque part, parce qu'on l'a vu dans les produits blancs, l'électroménager notamment, en Europe, il y a 20 ans, quand l'étiquetage énergie est arrivé. Cet étiquetage énergie, le ABCDE sur les produits qui consomment de l'énergie, il est devenu le critère de choix numéro 1 des consommateurs, devant évidemment la marque. Et donc les marques n'avaient d'autre choix que de faire des produits éco-conçus, en fait, finalement, et d'en avoir un maximum. Et quand vous regardez l'automobile, c'est pareil, puisque en fait, la Commission européenne, elle a des standards d'optimum d'émissions de CO2 par véhicule. Alors on connaît les problèmes de test, on ne va pas revenir sur les polémiques. Et ceux qui ont fait de la polluconception au lieu de faire de l'éco-conception avec des ingénieurs qui étaient payés pour faire des produits qui cachaient les émissions. Bon, bref, on ne va pas revenir là-dessus. Mais en tout cas, il y a quand même des valeurs moyennes du parc automobile qui sont évoquées en termes d'environnement. Donc voilà, on a bien un combat, je pense, un peu idéologique sur est-ce que finalement je mets l'argent dans la marque et whatever le produit, finalement, une fois que c'est vendu, ça n'a plus trop de sens d'intérêt de se questionner. Le principal, c'est de vendre. Ou est-ce qu'on travaille en amont à faire des bons produits durables et on modifie l'ADN de marque, bien évidemment, puisqu'on va travailler vraiment sur des éléments tangibles avec des certificats et de l'éco-conception avérée à 360. Donc il y a un vrai sujet. Il n'est pas simple parce que dans une récente étude de l'IFM, finalement, aujourd'hui, l'écologie et l'éthique et la marque ne comptaient que pour 4%. Je ne sais pas si vous avez vu cette enquête qui est assez intéressante. Et on a toujours le prix, le style, qui arrive avant aujourd'hui, en fait. Donc, ce n'est pas simple, finalement, de challenger la marque, mais j'allais dire on y est presque, parce que les deux pans sont à peu près à 4% dans cette étude-là. Et dans une autre étude de Vogue Business, on voyait qu'il y avait seulement 4 ou 5% des consommateurs qui étaient complètement désengagés sur les questions sociales, environnementales, en fait, pour les vêtements. Et qu'il y a 40% de consommateurs aujourd'hui extrêmement sensibilisés sur ces questions-là. Donc, effectivement, ces sujets vont modifier les marques existantes, émergentes. Et moi, je suis plutôt ravi qu'il y ait des jeunes marques qui se développent et qu'elles fassent de bons produits, parce que c'est comme ça, effectivement, qu'on va modifier quelque part aussi la mode. Donc, pour moi, l'éco-conception, elle est centrale. Ce n'est pas un élément accessoire d'une stratégie marketing. Et effectivement, c'est mieux si elle est adossée à de la certification. Oui, mais c'est vrai qu'en tant que consommateur final, ce qui peut être aussi assez troublant, c'est que les labels, on les rencontre beaucoup dans les grandes surfaces. Enfin, par exemple, je pense à Monoprix. Ils ont. Voilà, c'est pour ça que la question de que mettre derrière un label et quels sont les critères. Mais il y a certains labels qui sont apposés sur des vêtements pour le consommateur qui apparaîtront comme des vêtements pas d'immense qualité, produits en grande quantité, et c'est peut-être perturbant au niveau du consommateur de ne pas retrouver ces mêmes labels et garanties sur des produits dont il s'attendrait à ce qu'ils soient finalement extrêmement respectueux de l'environnement et des travailleurs. Il y a du GOTS chez Aldi, Voilà, chez les grands distributeurs allemands, vous avez du GOTS. Donc ça va en brèche aussi le côté, le label coûte cher et c'est réservé à des produits élitistes. Voilà. Et effectivement, paradoxalement, quand vous promenez dans des allées des grands vaisseaux qui sont aujourd'hui ouverts à Paris, vous n'avez aucun label sur les étiquettes de vêtements de luxe, en fait. Donc c'est l'énorme paradoxe du sujet. Et je pense que c'est en train de changer au niveau du luxe. On avait une vision vraiment du luxe qui ferme les portes, qui reste très confidentiel là-dessus. Et ils sont vraiment en train d'ouvrir justement les vannes et de communiquer sur déjà toute la partie savoir-faire, qui est un vrai sujet et qui pèse un poids très important chez ces marques de luxe, et petit à petit sur leurs impacts. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on va voir évoluer dans les 1-2 années à venir. Et pour travailler avec ces marques de luxe, il y a un changement de paradigme à ce niveau-là. Vous constatez une évolution dans les typologies de demandeurs, Francesca, chez GOTS ?
Well, I cannot give you the actual numbers right now, but there's an increase in certified facilities. So it was in 2020 almost 10,000 facilities certified, and also more than 4 million people working in certified companies. And what I see, that more and more factories are interested in getting GOTS certified, and also big players are interested. They are using GOTS already as risk mitigation along the entire supply chain. But there's a rule within the new version that you're only allowed to get TCs, transaction certificates, if you label at the point of sale. So we want, if you use our label for your risk mitigation, so also value that you're using GOTS and make it visible at the point of sale. And on the other side, we haven't touched the topic on greenwashing. So it's nice that some labels have some conscious lines in place, but I think we can even make up a new decision on that. But if we decouple this and if we talk about degrowth, I think it's not enough just to say, okay, I have one sustainable line and one conscious line, and the rest is still the shitty stuff I have produced already. I think here we also need to talk about a degrowth in the future. So because in my opinion, so I say this as a private person, so fast fashion cannot be sustainable. Very clear. Et c'est vrai que juste pour rebondir là-dessus, nous, dans les évolutions qu'on a pu percevoir sur les pratiques des marques depuis du coup les 2 ans et demi maintenant qu'on collecte les informations sur leurs pratiques, il y a vraiment on est venu questionner les marques, on leur a dit qu'est-ce que vous avez mis en place depuis 2 ans pour faire évoluer vos pratiques, et il y a l'un des éléments principaux, c'est l'approvisionnement en matières premières labellisées, en fait. Et c'est aussi peut-être ce qui explique l'émergence en masse dans certains rayons de matières premières avec des labels. Et le deuxième, c'est le travail sur la connaissance de la chaîne de production, vraiment qui est une grosse étape pour beaucoup de marques, de venir justement faire ce travail pour remonter les parfois dizaines, voire centaines d'acteurs dont parlait Laure tout à l'heure. Voilà. C'est vrai que du coup, les réactions que vous avez l'une et l'autre montrent qu'il y a quelque chose à penser en interaction entre les différents acteurs de la certification pour arriver à une sorte d'idéal, tableau idéal. Mais on comprend que c'est quelque chose qui nécessite du temps et des moyens qu'on n'a pas forcément... aujourd'hui, dans notre secteur, ça dépend des pays, mais qui prendra du temps en tout cas. Et même, je dirais, chez les marques, aujourd'hui, finalement, on voit que en fait, les écoles de mode qui traitent de développement durable, en fait, ça fait 3-4 ans qu'on commence à avoir des cours sur ce sujet et avoir vraiment des masters dédiés à ça. Donc, forcément, en fait, les gens qui sont actuellement en poste dans ces marques petites ou grandes n'ont pas forcément ce savoir-faire. Donc, soit c'était quelque chose qui leur tenait à cœur et ils se sont formés ou ont demandé des formations. Mais c'est vrai qu'il y a besoin aujourd'hui d'experts pour venir justement et accompagner ces marques pour comprendre justement toutes ces problématiques RSE au global et prendre les bonnes décisions. C'est là où justement notre outil va accompagner les marques, leur donner cette vision 360 pour qu'elles mettent en place les bons plans d'action et puissent communiquer de façon claire auprès de leurs consommateurs. Alors, je vais revenir un instant sur la fast fashion, mais en fait, nous, on a lancé une méthode qui s'appelle Eco Design Score, qui vise justement à mixer tout ce qu'on peut retrouver sur les étapes d'éco-conception, aussi bien le calcul sur des indicateurs d'ACV, aussi bien les audits sur les sites de production, aussi bien les labels. Et la dernière partie, ce sont les tests. Et en fait, on voit, il y avait encore un reportage hier soir sur TMC sur la mode pendant 2 heures. On voit aujourd'hui qu'il y a effectivement... Soirée. Oui, c'est une sacrée soirée. On voit aujourd'hui qu'il y a effectivement un vrai sujet sur la présence de substances dans les produits et également l'allongement de la durée de vie, en fait. Alors, je ne sais pas si la fast fashion, elle a des réponses. J'ai entendu Primark récemment déclarer qu'ils allaient passer de 5 lavages à 30 en moyenne sur tous leurs produits. Alors, ça se teste, ça se mesure, ça se vérifie, effectivement. Donc ça, effectivement, on peut demander des tests et on travaille aussi avec les organismes de normalisation sur les fameux tests qualité des produits, puisque ça doit vraiment se mesurer. Et après, sur l'innocuité des produits,
Il y avait une autre émission encore il y a 2 soirs sur les fleurs aussi. Hein. Donc voilà, mais ça, c'est un autre sujet. Voilà. On voit que même dans des produits effectivement qui n'ont l'air de rien, on a beaucoup de produits chimiques qui ne respectent pas les normes européennes. Et dans le textile, on a notamment REACH. Et effectivement, c'était le cas alors, de l'ultra fast fashion. Hein, je ne vais pas citer la marque que tout le monde connaît, voilà. Mais dans l'ultra fast fashion, effectivement, on a des produits qui ne sont peut-être pas conformes aujourd'hui aux standards. Donc il y a effectivement la question aussi du contrôle qui est essentiel et qui n'est pas simple, puisque effectivement, ce sont des produits qui sont envoyés par courrier. Donc voilà, on n'est pas avec des magasins, on ne peut pas envoyer directement la répression des fraudes, faire les tests, etc. Donc il y a un vrai sujet sur la durée de vie des produits, effectivement, la qualité des produits et leur innocuité pour la santé. Et je crois que les ACV ne prennent pas en voilà. charge l'impact sur la santé des consommateurs finis. Voilà. Non. Parce C'est une qu'en vraie fait, lacune. il n'y a pas de corrélation avec la teneur en plomb, c'était le cas du produit hier soir qui a été analysé, hein, qui dépassait les seuils. Et puis la production, puisque ce sont plutôt des produits moyens, et on n'imagine pas un instant qu'un produit peut arriver, je dirais en France, en ne respectant pas la réglementation européenne. Voilà. Donc c'est bien l'adéquation entre cette connaissance qu'on doit avoir de toute la chaîne de valeur. Ouais. Et pour rajouter un élément là-dessus, alors c'est vrai que nous, on peut suivre du coup en fait, chez Clear Fashion, on apporte les informations sur 5 thématiques, justement donc l'environnement, mais aussi l'aspect humain, la santé, la cause animale et la qualité des vêtements. Et en fait, on se rend compte que l'aspect environnemental, justement, ça représente seulement 20% de ce que regardent les consommateurs. Ils sont intéressés par les autres thématiques, notamment, il y a juste ce titre, parce qu'en effet, quand il y a des émissions de ce type-là, on se rend compte que tout n'est pas parfait encore. Donc oui, il y a une vraie importance de ne pas uniquement se focaliser sur l'environnement, pas uniquement sur l'ACV qui a ses limites, mais d'aller aussi sur les autres thématiques. Et puis par ailleurs aussi, ça me fait penser, parce que Laure, tout à l'heure, tu parlais des garanties apportées quand on sait que c'est dans tel ou tel pays qu'il n'y a pas les mêmes choses derrière. Et c'est vrai qu'on voit parfois, on entend certaines marques qui me disent mais la réglementation, je suis dans tel pays, donc il y a telle réglementation, donc il n'y a pas de risque sur la santé ou autre. Et en fait, on se rend compte en effet que si il y a des risques et que ça reste très important de mettre en place des contrôles exactement comme tu disais. Donc, on a fait le tour un peu de toutes les questions qui étaient prévues et on arrive au bout du temps. Mais est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Alors peut-être sur ce nouvel intérêt de la part aussi des marques dans les niveaux de gamme, haut de gamme et luxe vis-à-vis des certifications. Ou je ne sais pas, sur un quelconque autre sujet. Moi, j'avais ce questionnement aussi parce qu'on avait aussi B Corp qui devait être présent, qui au dernier moment a dû annuler sa participation à cause du Covid. Et j'aurais bien aimé avoir votre point de vue aussi, Francesca, sur la concomitance des labels. For instance, regarding the B Corp label, they are interested in the wool organization, and you said just before that in the case of fast fashion, it makes really sense. It makes sense to consider the wool organization and not only one product line. So, what do you think about the possible combinations among different labels for fashion organization? How could it be better organized? Well, this is something I can add on, and this is quite common for a GOTS certification, that the auditors do also recognize other audits. So we are trying not to double audits and to double costs. I can give you a specific example. For example, if there was an audit already in social criteria were taking place, for example, Fair Wear Foundation, the auditor may have a look on this audit report and then they will recognize this. So this is something, of course, we are trying to align with the different certification systems in this regard. Yeah, of course. Thank you. You're welcome. Est-ce que peut-être vous voulez ajouter quelque chose pour conclure ou Oui, on est dans un système mondialisé. Hein. Même si on achète un produit en France, on n'est pas du tout à l'abri que le produit lui-même, après, traverse la planète, puisque c'est un peu ce qui arrive dans un pays très touristique, avec des gens qui viennent acheter notamment parfois des vêtements en France. Donc nous, on a vraiment travaillé sur 2 normes internationales. Donc la RSE, pour nous, c'est l'ISO 26000. Et l'éco-conception, c'est l'ISO 14006. Voilà. Donc nous, on a vraiment travaillé avec ces 2 outils. Et après, effectivement, on peut bien évidemment les adapter aussi bien au secteur et j'allais dire
quelque part, notamment surtout pour l'ISO 26000, à l'ère du temps et aux thématiques d'intérêt, parce que c'est dans le référentiel. On peut effectivement et on doit être agile, même quand on respecte une norme internationale. Ça ne semble pas forcément évident, mais je reciterai l'exemple justement des masques qui ont été produits grâce à des normes qui sont sorties très rapidement au niveau de l'AFNOR et grâce à des ateliers qui ont fait des efforts extraordinaires dans toute la France. On a vu que finalement, on avait, parce qu'on a des couturiers en France, une réactivité importante dans une crise sanitaire. Donc je pense qu'on a tout intérêt à conserver, à développer, à multiplier effectivement nos ateliers de confection, à ne pas non plus être uniquement sur une vision hyper nationaliste, parce que de toute façon, c'est un secteur mondialisé. Donc le coton, sauf peut-être dans le sud-ouest, voilà, il ne pousse pas vraiment beaucoup en France aujourd'hui. La laine, par contre, on n'en fait pas grand-chose, et ça, c'est un vrai sujet. Je pense qu'on a des filières aussi de matières premières qu'on n'utilise pas assez. Le chanvre, le lin. Table ronde de ce salon, voilà, exact. acteur très impliqué dans le développement de la filière chanvre textile. Voilà. Donc je pense qu'on a plein d'atouts et qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse produits, filières. Et après, c'est super s'il y a des marques qui achètent l'idée, l'éco-conception, la RSE, les certificats. Mais d'abord, réfléchissons produits, matières, filières et éco-conception. Pour moi, c'est le cœur vraiment central de l'approche. Et juste du coup, autre élément pour si on est sur la fin de la table ronde, en effet, donc aujourd'hui, on est tous d'accord sur le fait qu'il faut que le secteur évolue, qu'il est en train d'évoluer, et que je pense que on a beaucoup parlé à la fois réglementation, perception des consommateurs, c'est des éléments qui permettent d'accélérer les choses et de faire aller aussi dans le secteur dans le bon sens, et que je pense que finalement les marques s'y retrouveront en fait avec un vrai travail du coup que ce travail sur la RSE va à la fois, elles seront finalement gagnantes, que ce soit parce qu'il y aura une obligation de répondre à la réglementation, parce que ça aura un impact positif, tout à l'heure on a parlé de l'emploi, des usines, ou aussi sur la perception des consommateurs qui sont de plus en plus à être demandeurs en fait de connaître l'histoire des vêtements, savoir ce qu'il y a derrière. Voilà, quand on achète un produit, on a envie d'avoir l'impression de faire un vrai choix en connaissance de tout ce qu'il y a derrière. Et d'ailleurs, sur ce sujet, on a la dernière table ronde aujourd'hui qui parlera des technologies, des dernières technologies disponibles pour garantir cette transparence qui ne font qu'évoluer. De plus en plus, ce sujet va prendre de l'ampleur, je pense, et on va voir des consommateurs encore augmenter leur niveau d'exigence vis-à-vis des marques et des industriels. Oui, exigence, je suis d'accord. Et quand on regardait tout à l'heure, on parlait de ce qui se passe sur l'alimentaire, qui est plus avancé que ce qu'on a aujourd'hui sur le textile. Je pense qu'on a l'alimentaire, après on a la beauté, et ensuite on a le textile. Le consommateur comprend aujourd'hui, donc tu disais le label AB, il comprend aussi qu'est-ce qu'un Nutri-Score et qu'est-ce qu'un Éco-Score. Donc c'est important aussi de se dire que voilà, la maturité du consommateur évolue aussi, et ça va être de plus en plus le cas sur le textile. Et donc en effet, les marques vont devoir se mettre à niveau, à la fois côté réglementation et côté consommateur, comme tu le disais. Mais à la fois, je pense que notre rôle aussi, c'est d'être porteur d'un message positif, se dire qu'en fait, il est possible de le faire, il faut le faire rapidement, mais il faut se mettre en ordre de marche, mais qu'aujourd'hui, il y a des acteurs qui sont là pour les accompagner, et je pense qu'on en fait tous partie, pour justement aller plus vite sur ces enjeux-là. Bon, merci beaucoup à chacun d'entre vous pour la participation que vous avez vis-à-vis de ces enjeux d'éco-conception et de responsabilité. Merci pour votre participation à cette table ronde. C'est super de pouvoir croiser vos témoignages. Est-ce que dans le public, on a des personnes qui souhaiteraient poser des questions à nos intervenants? Monsieur, on va vous donner un micro. Thank you. My question is because during the talk I had the impression that the problem is very brand oriented, but recently I've read the sustainable index from the Business of Fashion, and actually I got the idea that at the beginning or earlier the certification industry was kind of the solution for the sustainable problem of the brands,
but actually it's more like it's part of the problem. And I have some quotes here that I have. I'm sorry. So one of them is decades of effort to manage the problems through private inspections and certifications have created a multi-billion-dollar audit industry, but no solution. High-profile scandals in recent years highlight how endemic these problems remain. I have another one here that it goes like there are significant disparities in the environment and social requirements. Certifications apply and they can become a tick box mechanism rather than supporting more transformational approaches to material sourcing. So my question is, how do you see the future of the certification industry in the next years, like 5 to 10 years? And what are the main points that the industry should address to focus? To help the brands achieve the sustainable goals until then, and to mitigate this type of conclusions. That's it. I think that the first thing that you were quoting is it's a bit the point of view sometimes of what the factory can feel when they have many different audits to pass. It's long, it costs a lot. So they can have this feeling. I think that the first thing I would say for a brand is first to map and to know who are their supplier actually, because the biggest problem is when you don't know your partners, so you don't know who you're working with, and actually you don't know where are the risks. So I would say that for me the first thing is to map and then to identify actually where are they and what are the related risks and what are their actual certification. And I agree with you, if they already have some certification that you feel is reliable and you should read all the reports, then no need to ask for another one. So I think it's important to be smart and to look at what they already have, not to add an additional charge. And then the second thing is to look at the product, as you were mentioning a lot, and I totally agree with you, and to find where in the product is the largest impact and what are the solutions. And I may imagine that today you're here at TextWorld for this, to find sourcing and fabric with this certification and with a lowest impact. On the fair, we have created a special signalytics for the suppliers who are really eco-conscious or with the different label. But it's also a way to communicate towards the factories that it's a demand from the visitors. So, yeah, it's true that we are all agree about the fact that it's not yet perfect, and it's still there is a gap among the different industry. We talk about the food industry compared to the fashion industry, and there are many things that we can improve. That's really, we are all agree, but we all want this. We all want to see our industry evolve toward more sustainability and responsibility. Maybe Francesca, you want to say something? Well, I found the statements, first of all, quite provocative. So I don't know the context of the entire report. And did they also, for example, ask people in the factories if they are fine working, for example, in a certified facility? Because I need to see the context to a certain extent. Then, of course, I totally agree. Auditing is a business, for sure. It is a business module. We can also talk about the aspect, of course, there are always most likely announced audits.
So what about unannounced audits? We can talk about this later on if you want, because in GOTS we have this as well. And then, of course, I think it's also a matter of alignment, as we talked about. So we don't need to have 74 different certifications in one company. So we need to see, okay, which certificate is the most holistic approach towards all the requirements we would like to see. And then, of course, it's not only the brands. We need to see also we need to downstream. So we start already with the beginning of the supply chain, and we need to start to improve from there. So it's not only having a certificate that as a brand I can show that I'm completely fine. So you need to look that also people are doing the stuff we are wearing, and this needs to be approved by a certification, because actually there is no other option. So what is also important, and this is something we do as well, you need to work with the local NGOs together in case there is a problem. I see this as well. But I don't see another solution unless we are talking about regulatory frameworks. But even then, I think a certification brings you already on the way to be ready for this. For example, we have in France a law, there's a law in Germany, and certifications will bring you to those regulatory frameworks. Yeah. And definitely, if you want to encourage a shift from some practices to others, and in our case, we are speaking about a massive change, we need to both highlight the great companies regarding the social and ecological criteria, but also it's not enough. So I agree with you, the label and certification can't solve all the issues. We also need what Philippe has mentioned, an evolution of the legal frame at an international scale to also not only highlight the good practices, but punish the bad ones in a way. Thank you. So I understand, but for what I think is that, or for what I read of the sustainable index, is that there's kind of an excess of audit industries and certification industries, and the workers, for example, at the supply chain, and their conditions are not really, changed substantially. It goes more about that conversation of talking, and no action. So, yeah, my question would be like, in 5 to 10 years, like, what needs to change? And it's not about the brands right now only. It's about the certification industry, and how do you address like this problem, this excess of certification companies, and the workers, and the social impact still like not changing that much, so it's more. Well, I think maybe I can comment on that. I think this is quite a complex topic in the end, and I think you cannot solve this with having a certification only. I think you will have to look into the national states and the laws over there as well. So I think this is a multi-stakeholder approach in the end. So you won't be able to talk about living wages, for example, in Bangladesh, if we do not take into consideration the government. And so, of course, this will need a more holistic approach beyond certification, of course. Yeah, absolutely. Thank you. Sorry. If you want, you can discuss together after the round table. Thank you so much for your participation again. Merci beaucoup. Et oui, c'est des sujets dont il faudrait parler durant beaucoup plus, peut-être durant Yalta, voilà, pour arriver à avancer. Merci à tous. Merci.